Bonsoir, soyez les bienvenus pour notre nouveau webinaire. Ce soir, nous aborderons les questions des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Nous avons des économistes qui nous annoncent une baisse du PIB ou une baisse de croissance d'un tiers de production par rapport à l'année dernière. Et nous allons voir quelles sont les conséquences sur ces structures, à la fois TPE, PME de l'ordre économique classique, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Nous avons comme intervenant ce soir donc Madame Chesneau, qui est présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Cher, qui est administratrice au niveau national de la CPME. Voilà. Elle est membre de l'association Entrepreneuriat au féminin et cofondatrice et présidente des couveuses d'entreprises du Cher et des couveuses de la région du Centre. Nous avons aussi Monsieur Olivier Cabrera, qui est président d'une organisation non gouvernementale qui fait du commerce équitable et qui s'appelle Faire un monde équitable et qui co-anime aussi une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, Madame Chesneau, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Écoutez, merci de nous regarder. Un petit rappel peut-être pour commencer, pour que tout le monde comprenne bien de quoi nous allons parler. Qu'est-ce qu'une TPE? C'est une structure de moins de 10 salariés. Et qu'est-ce qu'est une PME? C'est une structure qui va de 10 donc à 250 salariés. Ces entreprises sont au nombre de 3 millions en France. Elles réalisent 36% du chiffre d'affaires de l'ensemble. Elles représentent, vous avez parlé du PIB tout à l'heure, elles représentent 9% du PIB, 44% de la valeur ajoutée du tissu productif français et environ 50% de l'emploi, soit près de 7 millions de salariés, en sachant que 50% d'entre elles n'ont pas de salariés. Donc ça vous situe un petit peu le périmètre de ces structures. Donc pour revenir à la période qui nous intéresse, lors de sa prise de parole le 12 mars dernier, le président Emmanuel Macron nous a dit « Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite, l'angoisse du chômage et les fins de mois difficiles. » On vous entend plus. Bon, vous ne m'entendez plus. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là on vous entend. Bon, c'est bon, excusez-moi. Donc, un peu plus de 2 mois après cette intervention et les dispositions diverses qui ont été prises, puisque différentes formules d'aide ont été mises en place pour subvenir aux problèmes des entreprises et de leurs salariés. Pour apprécier la situation des petites et moyennes entreprises et de l'emploi, je vais reprendre en suivant quelques éléments d'un sondage qui a été fait auprès de nos adhérents. Pour rappel, la CPME, parce que là aussi peut-être qu'il peut y avoir confusion, c'est la Confédération interprofessionnelle des petites et moyennes entreprises qui sont des structures patrimoniales, alors que le MEDEF est l'organisme pendant qui, lui, représente plutôt les grosses structures, essentiellement d'actionnariat. Donc des situations déjà différentes au niveau des responsables de ces entreprises. Donc sur 3416 dirigeants d'entreprise, un sondage a été réalisé du 2 au 12 avril dernier. Donc quelle a été l'attitude de ces structures face aux mesures de soutien de l'État? L'information a plutôt bien circulé puisque 81% des chefs d'entreprise ont estimé être bien renseignés. 88% des entreprises ont fait ou étaient en passe de faire une demande d'activité partielle, donc beaucoup quand même de personnel au foyer. 69% des entreprises ont fait ou étaient en passe de le faire une demande de report d'échéance fiscale ou sociale. 74% des entreprises de moins de 10 salariés
Donc on s'adresse là vraiment, on cible les toutes petites entreprises. On fait ou était en passe de faire une demande pour bénéficier du fonds de solidarité. Près d'une sur deux a fait une demande pour bénéficier du PGE, le prêt garanti par l'État. Et malgré tout, dans ce contexte très perturbé, 11% pensaient pouvoir verser une prime exceptionnelle par rapport au pouvoir d'achat au niveau de leurs salariés. Côté impact économique, tout d'abord une perte de chiffre d'affaires dès le mois de mars pour 92% des entrepreneurs qui se sont exprimés. 60% de ces dirigeants ont constaté tout de suite une baisse supérieure à 50%. 49% ont fermé sur décision administrative et 14% sur décision du dirigeant, 65% de nos structures qui étaient à l'arrêt pour cette période. Certaines ont été contraintes d'arrêter leur activité, comme des entreprises du bâtiment, par exemple, qui se sont vues refuser l'accès à leur chantier, soit par des maîtres d'ouvrage publics, soit par des maîtres d'ouvrage privés. Sur cette même période, un chef d'entreprise sur deux craint la perte de son entreprise, la faillite, la mise en sécession. 36% disposent d'une trésorerie qui leur permet de couvrir les frais sur un mois d'exploitation et 50% disposent d'une trésorerie entre 1 et 3 mois. Ça veut dire qu'il reste quand même 50% d'entreprises en grande difficulté. Autres éléments qui ont impacté cette situation, 2 entreprises sur 5 ont subi des retards de paiement. 37% des entreprises ont annoncé des retards de paiement de leurs clients. 16 annoncent des retards de paiement de leurs clients publics. Les premiers 37% étaient des clients privés. Du côté des entreprises, il y a forcément une répercussion. 48% assurent le règlement de leurs factures aux dates prévues. 36% font des reports de paiement sur partie de leurs factures. Et 16% reportent le paiement de l'ensemble de leurs factures. Donc cette attitude est due d'une part au manque de chiffre d'affaires avec la fermeture de l'entreprise, le retard de leur propre règlement qu'elles ne perçoivent pas et bien entendu le manque de trésorerie qui est flagrant, on l'a vu tout à l'heure. Bon, les salariés sur cette même période, pour les entreprises qui ont conservé une activité, 59% d'entre elles avec au moins un salarié en télétravail et 19%, toute la structure est en télétravail, donc 78% en télétravail. Au niveau du nombre de salariés en chômage partiel, pas sur les entreprises, les TPE, PME, mais sur l'ensemble, c'était 11 millions de salariés à mi-avril qui étaient en télétravail. Il faut savoir qu'à cette époque, tout le monde ne s'était pas encore positionné sur le télétravail ou pas. Globalement, 41% des entreprises prévoyaient à cette époque, en plus du télétravail ou de chômage partiel, de demander des congés payés, de prendre des congés payés à leurs salariés. Donc l'ensemble a prévu une demande dégradée, voire fortement dégradée, de leurs produits sur l'exercice 2020. Et elles ont drastiquement revu à la baisse leur projet d'investissement. Cette situation de récession, je vais dire, impacte forcément la sous-traitance et l'externalisation de services. Alors sur des petites structures indépendantes ou pas, ou des plus grosses. Bien sûr, une révision devra s'opérer dans les semaines qui viennent, parce que cette situation étant à mi-avril, déjà à la reprise, elle n'était peut-être pas tout à fait la même. Donc Olivier, je ne sais pas si tu veux faire un peu une situation avant la sortie du confinement. On peut effectivement faire un parallèle évident avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Simplement pour rappel, qu'est-ce qui constitue ce monde un peu particulier? Eh bien, c'est notamment tout ce qui va traiter autour de la question de l'utilité sociale. Et pour schématiser, on reconnaît 5 grandes catégories d'acteurs de l'économie sociale qui sont le gros des troupes,
c'est l'association, les associations évidemment, alors de tout secteur confondu, évidemment, certaines sont très impactées, c'est le cas des associations sportives par exemple, mais aussi des associations d'insertion ayant plutôt une vision très économique de leur activité et des interactions qui sont très proches des préoccupations que peuvent avoir des TPE ou des PME. On va trouver un deuxième grand secteur qui sont notamment les mutuelles, les banques mutualistes qui vont elles aussi apporter une couleur particulière à leur fonctionnement en fonction à la fois de leur gouvernance, de leurs pratiques un peu différentes également, et puis d'un objet social qui vise non pas à accumuler, mais plutôt à construire des systèmes de solidarité, de fraternité, voire de redistribution. Quatrième gros acteur, c'est le monde des coopératives, qui depuis très longtemps se pose des questions sur, encore une fois, un travail vu sous un œil un peu différent, et puis une organisation différente sur le principe d'un homme, une voix, qui permet aussi de faire vivre des entreprises, voire de sauver des entreprises. C'est souvent ce dispositif-là qui est utilisé en cas de difficulté, quand les salariés se saisissent de leur outil de travail pour le sauver en cas de difficulté ou en cas de cessation d'activité, et le reprendre et lui redonner vie quand il y en a besoin. Ce système est aussi celui qui porte les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont une forme un peu nouvelle d'entrepreneuriat dans lequel on va partager une structure juridique et puis on va chercher à mutualiser aussi des savoir-faire pour qu'ensemble on puisse proposer une palette de services bien plus grande. Le dernier des acteurs de la famille de l'ESS, c'est les acteurs qui sont autour des fondations notamment, donc qui sont très en lien là aussi plutôt avec les grandes entreprises, mais pas que. On a aussi des petites fondations qui sont en dehors de l'influence du secteur économique marchand classique, qui dépendent souvent de familles ou créées sur un objet social là aussi très fort et revendiqué. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction ? Eh bien, tout simplement parce qu'entre TPE, PME et monde de l'économie sociale et solidaire, il y a une donnée fondamentale qui change. C'est que pour le coup, les associations, les coopératives, quand elles agissent sur le terrain, agissent souvent pour pallier les manques de l'État, pour venir en aide d'urgence à un certain nombre de populations, ce qui fait que non seulement elles ont été impactées par ce qui s'est passé, par le confinement et par le ralentissement brutal de l'activité, mais elles l'ont été aussi, et presque plus, j'ai l'impression, dans leurs préoccupations, par aussi les difficultés que pouvaient vivre leurs bénéficiaires. Et ça, c'est un élément nouveau. Certes, les salariés, certes, la pérennité des structures a été très fortement questionnée, mais il y a une donnée fondamentale qui dit mais que deviennent ceux dont je m'occupe jour après jour quand je fais de l'animation dans les quartiers dits sensibles, quand je distribue de l'aide alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Qui prend mon relais? Qui va être là pour assurer la solidarité, la fraternité sur des territoires où d'un seul coup tout s'arrête? Tout s'arrête, ça veut dire que plus rien n'arrive. Et c'est pas un petit détail quand on parle d'alimentation, c'est pas un petit détail quand on parle d'hébergement, quand on commence à dire bien sûr les structures qui ont 10, 20, 30 personnes et qui doivent les héberger, les nourrir et ainsi de suite n'ont plus le droit d'exister, d'accueillir de nouvelles personnes, d'intervenir comme elles le faisaient précédemment. Donc c'est presque une double tenaille, à la fois garantir leur existence et puis aussi faire le lien avec les bénéficiaires. La caractéristique de ce monde-là, c'est aussi qu'il fait appel beaucoup au bénévolat, notamment pour apporter toutes les réflexions liées à la gouvernance. Et c'est des bénévoles qui assurent quelque part l'orientation politique, l'orientation plus philosophique des associations. Et on a aussi énormément de bénévoles qui sont de simples acteurs, mais fondamentalement nécessaires dans ces activités-là. Et tous ces gens-là se sont retrouvés quelque part laissés sur le bord du chemin, n'ayant plus leur utilité sociale, encore une fois, y compris en tant qu'individu. La principale question qu'elles se sont posées,
c'est notamment de savoir comment assurer le lien avec ces bénévoles en même temps que les bénéficiaires. Comment faire en sorte que les bénévoles puissent, depuis chez eux, pallier un certain nombre des manques que l'équipe salariée ne pouvait plus éventuellement assurer elle-même. On tire ces préoccupations notamment d'une étude qui a été sortie par le mouvement associatif, qui est la grande organisation qui réunit la plus grande majorité des associations et qui a fait cette consultation entre le 20 mars et le 7 avril. Et donc, il y a plus de 16 000 associations ou responsables associatifs qui se sont positionnés. Et on voit clairement que ce qui les a principalement motivés, c'est comment faire en sorte que leur fonctionnement particulier devienne une force au quotidien pour assurer leur mission, mais aussi continuer à mobiliser le plus possible pour maintenir leur mission de terrain, leur mission de solidarité, leur mission de fraternité. Grosso modo, il leur a fallu une petite semaine pour trouver les outils. Ce sont souvent des structures qui sont très agiles parce que vivant des difficultés financières, hélas, des difficultés liées au manque de financement, à des subventions qui deviennent de plus en plus aléatoires. Donc, souvent, elles sont habituées à fonctionner aussi avec des moyens extrêmement réduits. Et l'étude montre que en quelques jours, elles ont réussi à trouver des dispositifs qui permettaient de faire des réunions à distance, qu'elles ont été extrêmement rapides à les mettre en place, et puis qu'elles ont redistribué tout simplement leur mission à des individus, qu'elles se sont très vite retournées vers les bénéficiaires pour assurer cette liaison, pour aussi pouvoir alerter éventuellement les collectivités autour des plus grosses difficultés. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a vu réapparaître un certain nombre de sujets extrêmement préoccupants, notamment en ce qui concerne la violence sur les femmes, notamment en ce qui concerne la violence sur les enfants, pour lesquels le confinement devenait non seulement difficile à vivre, mais carrément pouvant porter atteinte à l'intégrité physique de certains et de certaines. Donc il y a là-dessus aussi des choses qui ont été mises en place très rapidement pour pouvoir assurer une continuité quelque part dans l'attention qui était portée et que surtout les bénéficiaires ne sentent pas un désengagement de la part de ceux qui animent les quartiers, qui animent les territoires. Évidemment, la conséquence financière, elle est certaine. À la fois, aujourd'hui, encore une fois, comme ils ont l'habitude de travailler avec peu, ils ont réussi à réagir. Ils ont aussi été chercher les donateurs, ceux qui pouvaient soutenir leur activité. C'est le cas notamment d'Emmaüs qui s'est retourné vers tous ses sympathisants en disant là, pour le coup, nos rentrées d'argent ne sont plus suffisantes, les communautés sont dans la difficulté, elles ont besoin d'un soutien. Elles ont commencé à recevoir ce soutien, mais aujourd'hui encore, elles continuent à appeler aussi à la solidarité nationale pour qu'elles puissent faire vivre les communautés dans de bonnes conditions et avec une stabilité importante dans les mois, semaines à venir. Donc il y a vraiment cette double, ce système de tenaille qu'on retrouve encore. Sur quoi se sont-elles mobilisées, notamment sur aussi le fait de pouvoir relayer les messages officiels auprès des populations les plus éloignées. On part souvent du principe que tous ont un accès numérique de bonne qualité, mais beaucoup d'habitants des territoires seraient bien dans l'incapacité de suivre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout simplement, alors que ça nous paraît bête et basique, mais beaucoup n'ont pas accès au réseau d'information ou n'ont pas aussi les réflexes qui permettent de s'informer dans ces cas d'urgence dans lesquels il faut évidemment changer ses comportements rapidement. Donc il y a aussi cette nécessité de faire circuler l'information qui les a très lourdement concernés. Comment ça se traduit aussi par rapport au calendrier de leurs activités? C'est pas loin de 80% des activités qui ont été stoppées. C'est-à-dire que pour le coup, tous les événements programmés ont été arrêtés sur une période très longue. Certains de ces événements sont ceux qui finançaient les associations, ce qui veut dire que non seulement elles sont aujourd'hui dans la difficulté pour des questions de trésorerie,
la plupart sont soutenus par des acteurs publics, donc ont une certaine capacité de négociation avec eux, mais dans le cadre d'un certain nombre, elles sont encore une fois financées par des opérations soit de communication, c'est le cas des lotos par exemple, soit aussi par la vente de services. Tout ça s'est arrêté. Et donc il y a effectivement là une préoccupation à très court terme sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. Il y en a une autre, on en parlera tout à l'heure dans la prospective, mais à moyen et à long terme, quid des financements publics pour ce monde-là quand on sait l'effort que l'État et les territoires ont produit sur une période très courte, une des craintes, c'est de voir aussi le financement des associations se réduire. Et donc là aussi, à moyen terme, il y a aussi un certain nombre de choses qui vont être dramatiques. Et si on comprend bien l'effet que peut avoir le confinement et le ralentissement économique au global sur des TPE-PME, l'effet sera aussi dévastateur sur un certain nombre d'associations qui aujourd'hui sont très en difficulté. L'étude montrait que quand elles ont attaqué la période du confinement, elles avaient aux alentours de 3 mois de trésorerie. On en arrive là très vite à voir le fond du tiroir, et pour le coup, elles sont en limite de ce qu'elles peuvent faire, alors que l'activité n'a pas redémarré, alors qu'un certain nombre de choses ont dû être abandonnées, que des projets sur lesquels elles avaient déjà investi ont été purement et simplement annulés. Voilà pour vous présenter un peu le tableau de ce qui s'est fait. Je ne résiste pas aussi à vous montrer quelques exemples de solidarité active. C'est le cas notamment de la Maïf qui, au cœur du confinement, a pris conscience effectivement qu'il y avait qu'elle percevait de l'argent pour un risque qui n'existait plus. C'était notamment en ce qui concerne l'assurance voiture. Les voitures restaient au garage, heureusement. Et que du coup, le risque d'accident de voiture était très largement diminué. Elle a pris la décision extrêmement rapidement, aussi pour venir en aide à ses sociétaires, de redistribuer une partie de ce risque qu'elle n'aurait pas à payer et à verser une certaine somme d'argent, pas forcément très importante, mais qui comptait quand même à l'ensemble de ces sociétaires en leur demandant ce qu'ils souhaitaient en faire, soit pouvoir en bénéficier simplement pour faire face aux difficultés, soit de contribuer à l'effort de solidarité envers les soignants, envers les structures d'accueil, envers les structures qui travaillaient plus sur les questions d'alimentation. Mais c'est aussi là une illustration d'une façon de voir l'économie peut-être un peu différente. Non pas que les entreprises ne se soient pas senties solidaires, il y a aussi de très bons exemples de ce côté-là, mais c'est voilà, un sentiment qui est très fréquent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Peut-être un dernier point, parce qu'il concerne à la fois Christine et moi. Il y a aussi cette question autour de l'entrepreneuriat. Christine agit au sein des pépinières d'entreprise, des couveuses d'entreprise. Moi, au sein des coopératives d'activité et d'emploi, sont aussi des lieux où on crée son activité et où, quelque part, on permet à des entrepreneurs de faire un galop d'essai. Pour les CAE, c'est même des structures qui sont beaucoup plus pérennes et qui peuvent derrière permettre de salarier aussi ceux qui créent leur activité, qui se lancent. Mais c'est là aussi où on voit l'intérêt de ce dispositif, c'est que du coup, ça a permis aussi d'apporter une forme de parachute à ceux qui étaient en train de se lancer, là où les créateurs d'entreprises, les auto-entrepreneurs, tous ceux qui étaient en train de se lancer à leur propre compte se sont retrouvés sans aucun dispositif de soutien. Et là, effectivement, avec une capacité de réaction qui était bien moindre. Donc, ces dispositifs qui pensent la vie en collectif, en coopération, trouvent aussi tout leur sens dans ces temps-là de tension où on vient minimiser un peu l'effet du marché quand il s'écroule, là où on est capable de dire, bien sûr, on sait que ce qui compte, c'est aussi le capital humain, et c'est celui-là qu'il faut protéger. Heureusement, elles avaient établi des fonctionnements qui permettent de mobiliser toute la force de leurs ressources et d'apporter un vrai soutien et matériel et moral. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non. Madame Chesneau, est-ce que dans
dans la période entre entreprises de secteurs concurrentiels, est-ce que vous avez vu des chaînes de solidarité ou est-ce que la concurrence de celui qui avait le plus de trésorerie faisait que lui avait des chances de survie plus grandes que les autres? Non, non, les petites entreprises, voire même les auto-entrepreneurs ou indépendants se sont souvent mis au service de l'intérêt général, je veux dire, et notamment, on l'a vu pour des fabrications de visières, de masques et de protection, ce qu'on appelle les EPI en termes normaux. Voilà, il y a eu quand même, il y a eu des solidarités de mise en place. Alors par contre, concernant les assurances, les entreprises n'ont pas vécu la même chose que ce que disait Olivier au niveau de l'ESS tout à l'heure, parce que c'est justement un des points noirs, je vais dire, des accompagnements. Certaines sont en train de revoir un petit peu leur position à l'heure actuelle, sont en train de pédaler pour essayer de rattraper, mais c'est vrai que ça a été un point noir, alors que les banquiers ont plutôt bien accompagné, on va dire, par rapport aux assureurs. Ensuite, alors pour revenir un petit peu à la situation des entreprises à la sortie de ce confinement, les structures qui ont fait appel à des aides, que ce soit des charges différées ou des fonds de banque ou des prêts publics de la BPI notamment, ces entreprises-là vont devoir assurer les remboursements de ce qu'elles auront eu comme facilité. Le secteur de l'industrie a chiffré de son côté, par exemple, la nécessité d'une marge d'au moins 8% pour pouvoir assurer ces remboursements. Mais il faut savoir que les entreprises industrielles, en tout cas les plus modestes, lorsqu'elles atteignent des marges de 5%, c'est déjà très bien. Donc, nous ne sommes pas tout à fait au rendez-vous pour les remboursements attendus. D'où une crainte de l'ensemble, je vais dire, de l'environnement des entreprises sur une deuxième vague plutôt décalée, plutôt fin d'année, plutôt 2021, qui sera accompagnée d'une envolée du chômage, malheureusement, vraisemblablement, et un blocage de 5 à 6 ans sur les investissements. Donc ça va être quelque chose d'assez général. Ensuite, une reprise d'activité qui va être d'une moindre rentabilité parce qu'alourdie par des procédures de travail, des délais plus longs, des surcoûts. Donc une volonté néanmoins des chefs d'entreprise de se remettre à l'ouvrage, d'y aller véritablement. Tout à l'heure, Olivier parlait de la création d'entreprises et des entrepreneurs. On a constaté moins 33% de création d'entreprises sur la période, pas seulement dû au fait que certains services étaient en sommeil ou en télétravail et donc pouvaient poser des difficultés. Ça, je pense qu'il y a eu un questionnement malgré tout à ce niveau-là. Quid des investissements publics, parce que Olivier parlait de soutien au niveau de l'ESS, de la partie publique, mais les entreprises ont quand même accès à des marchés. Et c'est une part importante de leur activité pour certains. J'ai suivi la semaine dernière le conseil municipal de la ville de Bourges, où le maire questionné sur le sujet a annoncé que 60% des investissements qui étaient prévus seraient réalisés. Donc voilà, un accompagnement quand même dans cette reprise qui me paraît assez compliqué. Un autre facteur qui touche plutôt le bâtiment, je vais dire, et peut-être quelques fournitures, quelques marchés de fournitures, des allongements de délai, donc 10 pénalités de retard. Les entreprises n'ont pas, à mon sens, à supporter ces surcoûts et ces pénalités. Monsieur le maire ne veut pas les prendre à sa charge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Donc voilà, ça c'est un exemple sur Bourges. Je suppose que ça va se présenter sur d'autres agglomérations ou sur d'autres villes, à d'autres endroits. Beaucoup d'artisans d'art, d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, tu l'as évoqué tout à l'heure Olivier, ne sont pas entrés dans les grilles des aides qui étaient allouées. Ces gens-là se trouvent aujourd'hui sans revenus.
Bon, ce sont des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont seuls, qui n'ont pas de salariés, mais qui ont des familles néanmoins. Donc, grosse problématique là tout de suite à la reprise. Donc, je pense qu'il y a eu un gros effort de fait, ça il faut le saluer au niveau du gouvernement, pour mettre en place des aides qui sont allées, je vais dire, au plus facile et aux structures qui avaient un accès facilité à monter ce genre de dossier, à pouvoir répondre aux contraintes. Va suivre une deuxième vague, je vais dire, pour des entreprises plus importantes qui auraient peut-être pu traverser cette période, mais du fait des contraintes de remboursement et financières, vont se retrouver démunies, je pense, dans quelques mois. Des commerçants qui vont avoir des problèmes, vous prenez par exemple les commerçants de la mode, je pense au prêt-à-porter, aux chaussures, ces commerçants-là, qui ont peut-être bénéficié de quelques aides pendant le confinement, à l'ouverture aujourd'hui, se retrouvent avec une collection printemps-été qui au mieux sera vendue en solde, donc avec des marges sans marge ou des marges très faibles, avec une livraison de la collection automne-hiver au mois de juillet, qui dit livraison dit forcément financement de cette commande, et puis une commande également à passer pour le printemps-été de l'année prochaine sur ce même mois de juillet, qui dit aussi au moins un acompte à la commande, enfin un minimum de choses à verser. Et donc c'est une partie de ces commerçants qui se retrouvent démunis parce qu'avec une trésorerie, je veux dire, qui ne peut pas assurer cet ensemble de stocks. Et puis la vente, bon, c'est pas ce qu'elle sera non plus. Donc de grosses difficultés et pas d'accompagnement en tout cas pour l'instant qui soit prévu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est sans parler du tourisme, sans parler de l'hôtellerie-restauration, sans parler de la création artistique. Bon, beaucoup de pans encore de l'économie qui sont en attente de dispositifs et d'éventuelles reprises avec des dates qu'on ne maîtrise pas non plus. Donc voilà un petit peu l'ambiance aujourd'hui de cette reprise, donc qui semble difficile. J'ai entendu ce matin en écoutant la radio que des structures commençaient à parler de licenciements. Ça c'est plutôt sur des grandes enseignes ou des entreprises un peu plus importantes, mais néanmoins, on sait qu'il y a des problèmes dans l'aviation, l'aéronautique, voilà. Donc un tableau un peu noir quand même, avec des obstacles sur le chemin, des entrepreneurs néanmoins volontaires et qui veulent repartir. Voilà pour l'environnement, pour ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation des TPE, PME, qui n'ont pas le même environnement économique, je vais dire, ni l'agilité que peuvent avoir certaines associations, enfin, certaines structures de l'ESS. Je vous remercie. J'ai une question de Pierre. Oui. Oui, alors bonjour, je voulais saluer nos intervenants d'abord. Et puis, alors j'avais une petite question à leur poser par rapport au mode de consommation. Est-ce que dans cette période, on a pu mesurer des petites différences dans les modes de consommation, peut-être allant en direction davantage de la proximité, de circuits courts? Est-ce qu'on a pu mesurer des petits changements à ce niveau-là? Et est-ce qu'on peut espérer éventuellement des formes de consommation différentes dans la pérennité? Merci. Disons que l'e-life a pris, l'e-life en général, a pris une part importante quand même dans la situation de ces dernières semaines. Néanmoins, on a vu s'organiser des drives, des plateformes, je veux dire, pour mettre en relation et identifier des entreprises de production, notamment au niveau de l'alimentaire. Et j'espère, c'est vrai que des habitudes ont été prises pendant ces semaines, j'espère qu'elles vont perdurer et qu'elles vont continuer à aller en direction de ces circuits dits courts, biologiques ou pas, mais en tout cas raisonnés. Voilà, ça fait partie justement de l'après, je pense, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Pour l'instant, je n'ai pas de chiffres précis à donner, mais une augmentation effectivement au niveau de l'alimentaire, je veux dire en tout cas
sur les producteurs. Par contre, il s'est passé aussi des choses pas mal au niveau de l'e-commerce. On a entendu parler de grandes plateformes américaines. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a les deux. Donc, qu'est-ce qui va rester à la sortie de ce confinement? J'ose espérer que nos producteurs et nos agriculteurs vont pouvoir continuer à travailler correctement. Oui, j'ai une question Facebook pour Madame Chesneau. Arnaud, Oui. pardon, du coup, je veux bien répondre aussi à cette question. Ah, bien sûr. Et cette fois-ci, avec ma deuxième casquette. Pardon. Mais pour le coup, je fais partie d'une association qui travaille sur le commerce équitable et qui, depuis très longtemps, regarde ces questions de consommation responsable. Donc évidemment, on a vu arriver cette période avec une grosse trouille, c'est que les seuls magasins à rester ouverts pendant un bon moment ont été les grandes surfaces. Et pour tous ceux qui souhaitent consommer différemment, il y avait une vraie gageure que d'arriver à poursuivre son mode de consommation habituel. Donc, on a nous aussi lancé une petite étude sur la question et c'est particulièrement frappant, notamment parce que plus de 65% des personnes interrogées disent avoir, c'est très bête, mais cuisiner plus pendant le confinement. Cuisiner plus, ça veut dire aussi ne pas avoir acheté les mêmes choses, on est d'accord. Ça veut dire acheter plus de produits bruts. Et donc, pour le coup, évidemment, on a vu les choses se rééquilibrer avec de l'achat de proximité et de l'achat direct. Mais l'un va avec l'autre. Le temps, et donc la répartition du temps, d'un point de vue politique, ça porte un certain nombre de choses aussi. La répartition du temps fait qu'effectivement, les priorités des Français, pendant ce temps très particulièrement là, se sont réorientées. Ça veut dire aussi que les questions du plaisir, des questions de la satisfaction aussi de l'alimentation est revenue clairement devant en disant par rapport à ce que je faisais avant, ma clé de tri de mes achats a complètement évolué. Du coup, clairement, c'est des achats en ligne, évidemment, mais c'est des achats en ligne auprès de ceux qui ont décidé de créer localement des points de distribution. Ça, c'est nouveau. Ça a montré aussi que l'investissement des gens était bien différent. Il y a une question sur laquelle on a été, nous, étonnés, c'est que quelques-uns de nos répondants ont dit aller moins dans les structures, par exemple, type Biocoop pendant ce temps-là, alors que Biocoop revendique d'un point de vue national un développement et une fréquentation bien plus grande de ces magasins. Donc il y a quelque chose là qui mériterait d'être encore approfondi, mais ce qui est clair, c'est que la qualité alimentaire, les choix et les priorités ont été clairement revus pendant toute cette période-là. Ça, c'est intéressant. Une donnée qui nous a beaucoup étonnés aussi, c'est que du coup, c'est back to basic, avec des gens qui disaient c'est l'occasion justement de me poser un peu plus de questions et d'aller plus loin dans ma démarche. Et donc, on a vu aussi apparaître des thématiques qu'on n'attendait pas, comme par exemple le zéro déchet. Alors, on voit tous dans les rues aujourd'hui que zéro déchet avec les masques, ça ne marche pas forcément, mais au final, on a quand même un bon nombre de nos répondants qui nous ont dit, mais bien sûr que ça fait partie de mes choix, et que du coup, quand on me laisse la possibilité d'avoir accès à ces produits-là, ça compte dans ma façon de faire. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les chiffres en soi. Grosso modo, c'est une variation de plus 10%. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est intéressant dans ces dispositifs-là, c'est le changement de mentalité. Ce changement de mentalité qui, d'un seul coup, dit mon Dieu, mais on n'est pas si fort que ça, en fait. Mon Dieu, mais tiens, la grande fragilité fait que je vais être obligé de me poser des questions que j'avais oublié de me poser depuis un petit moment. On le voyait sur le monde du travail, comment d'un seul coup, alors que tout va bien, quand on me dit restez chez vous, il faut que je me réinvente. La question de l'utilité a été très largement posée aussi, avec une prédominance des emplois les plus utiles. On parlait du facteur qui d'un seul coup redevient un personnage central, que celui qui traite justement la question des déchets devient fondamental, alors que quelques semaines avant, il était complètement ignoré et qu'il n'avait, semble-t-il, aucun poids dans nos sociétés.
il y a là quelque chose qui, je pense, va laisser des marques. On en parle au niveau des achats, mais cette conséquence-là, elle est à mon avis beaucoup plus large. Et quand on en sera effectivement à regarder dans ce débat ce qui va se passer après, je crois que là, il y a des choses vraiment importantes qui ont été actées quelque part et en tout cas une envie qui est marquée. Est-ce qu'elle se traduira dans les faits? J'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sentiment de défiance par rapport à la consommation, on a passé un temps où c'était vraiment une méfiance, où on se disait, je ne suis pas très sûr. Maintenant, c'est une défiance en disant ce que vous faites consommer, de la façon dont vous faites consommer, ne me convient pas, me fout la trouille. Et ce sentiment-là, dès qu'on donne les conditions pour passer au-dessus, il s'exprime, et il s'exprime y compris financièrement. Il y a là quelque chose qui me semble fondamental. On a pu voir effectivement dans cette période des ruptures de chaînes et que certaines associations ou collectivités territoriales ont mis en place effectivement des points de collecte de livraison et de livraison municipale ou associative au dernier kilomètre, en fait, hein, pour justement que en fait, le coût de livraison soit moindre pour le producteur local qui n'avait pas l'infrastructure lui permettant ou d'avoir recours à une plateforme. Et je parle des nouvelles plateformes qui sont créées de distribution des produits par les petits producteurs locaux. Hein, il y a eu un bond sur ce type de plateforme, mais aussi donc par rapport aux producteurs qui ne pouvaient pas livrer au dernier kilomètre. En fait, s'il n'y avait pas eu un tissu associatif ou un engagement spontané citoyen de voisins, et dans certains cas aussi collectif au sens de la collectivité territoriale, eh bien, on aurait eu beaucoup plus de problèmes d'approvisionnement dans certaines régions peut-être moins desservies par les services de livraison. Alors, j'ai une question d'un internaute. Donc pour cet internaute, le gouvernement a, selon lui, sous-dimensionné les dispositifs de prêt garantis par l'État et a laissé des assurances un peu trop libres de se planquer, je cite. Par contre, il a pris des décisions lourdes permettant de contourner jusqu'au 31 décembre de cette année le Code du travail, notamment en termes de durée du travail, sans apporter de protection particulière aux salariés qui continuaient à être sur site. Pensez-vous que ces mesures prises par ordonnance étaient nécessaires pour les TPE-PME? Qu'est-ce que ça a bien pu leur apporter? Alors là, il y a du constat aujourd'hui, mais il y a également un peu de ce qu'il faudra faire demain, et demain tout de suite. Effectivement, du côté de la législation, il y a des problèmes pour les gens qui sont restés en activité, mais il y a des problèmes pour les gens qui ont été mis en télétravail également, puisque le Code du travail ne prévoit pas de dispositions particulières et ça n'est pas encadré. Les tribunaux de prud'homme regorgent de référés actuellement. Alors d'une part parce que les dossiers n'ont pas pu être traités correctement, donc ils sont passés en référé, mais aussi parce qu'il y a bon nombre de nouveaux dossiers qui sont arrivés et les juges, pour en connaître quelques-uns, se sentent complètement démunis et ne savent pas du tout comment ils vont pouvoir œuvrer sur cette période de 2 mois, là, et voire plus. Il y a eu un gros problème effectivement au niveau des protections individuelles et de tout ce qui pouvait être mis en place, puisque le gouvernement d'un côté a imposé des choses qu'ils étaient en incapacité de résoudre à son niveau. Donc ça a posé des problèmes, et ça en pose toujours d'ailleurs aux entreprises qui ont encore des difficultés pour s'approvisionner, notamment en masques. Moi je le vis puisque nous avons fait une commande groupée pour certains de nos adhérents et nous attendons depuis des semaines, au moins 3 semaines, que ces fameux masques arrivent et ils vont finir par arriver la semaine prochaine, a priori. Donc voilà, il y a toute une ambiance, tout un environnement qui est très compliqué aujourd'hui, qui est un peu hors cadre législatif tel qu'on peut le connaître, donc qui pose véritablement des soucis à tout le monde et dont il va falloir se préoccuper dans les jours et semaines à venir. Effectivement, ça faisait partie des choses que je voulais signaler, effectivement, en disant qu'il faudrait revoir les conditions de travail,
et leur encadrement, parce que le télétravail risque de s'intensifier. Il y a des modes de fonctionnement qui vont être différents et on a besoin de se préoccuper de tout ça, tous ensemble. Je vous remercie. Il y a Arnaud Delcas qui a demandé… Oui, bonjour. Merci pour ces interventions. Moi, je suis élu au sein du mouvement des sociétés coopératives, donc des SCOP et des SIC. Les SCOP, c'est des coopératives de salariés, et, enfin, détenues majoritairement par les salariés, et les SIC, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui représentent au sein de leur actionnariat à la fois les salariés, mais différentes catégories de clientes. Déjà, par rapport à ce qu'a pu dire M. Cabrera, je voudrais rajouter que les coopératives, ce n'est pas uniquement les coopératives d'activité d'emploi et là pour suppléer à des entreprises en difficulté et faire en sorte que les salariés puissent les reprendre. Ma coopérative, par exemple, n'a pas été une reprise, mais a été une coopérative qu'on a créée autour d'un projet. Donc, c'est plus large que simplement une économie de la réparation où on va sauver des entreprises en les mettant aux mains de leurs salariés. Donc, je pense que c'est important aussi, même si la question de la reprise par les salariés est un axe important et où on pourrait aller plus loin d'ailleurs sur des obligations de reprise, de possibilités de reprise par les salariés quand une entreprise décide de délocaliser ou de fermer. Mais ça ne se résume pas à ça. Et c'est un modèle d'entreprise qui met beaucoup de choses en avant, et notamment des choses dont on parle pour le monde d'après, beaucoup de valeurs dont on parle pour les entreprises sur le monde d'après, que finalement, dans les entreprises coopératives et dans l'économie sociale et solidaire au sens large, mais on faisait avant. Quand on parle notamment de répartition du capital et du pouvoir dans l'entreprise, dans une période où l'État et les collectivités mettent beaucoup d'argent sur la table pour sauver les entreprises, je pense que c'est une question qui va devoir se poser. La question de la répartition des bénéfices aussi qui sont faits dans les entreprises, dans un objectif de pérenniser les entreprises, c'est quelque chose qui est important parce que ça répond aussi à la fois aux enjeux de la crise et aux enjeux des entreprises demain qui ont, on le voit aujourd'hui, un enjeu à garantir leur pérennité. La question de l'ancrage territorial aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que, notamment, quand une entreprise appartient à ses salariés ou quand une entreprise prend des décisions en fonction d'orientations qui sont définies par des gens qui vivent autour de ces entreprises, on ne va pas avoir du jour au lendemain parce qu'un dirigeant est arrivé à la retraite et du coup vend son entreprise au plus offrant ou parce que l'entreprise, quand c'est le cas d'une plus grosse entreprise, va être encline à délocaliser, par exemple, ou à fermer un site. Quand l'entreprise appartient à ses salariés, ou en tout cas appartient à des gens qui vivent autour sur un territoire donné, ça permet là aussi d'apporter une garantie sur la non-délocalisation et la pérennité des emplois qui vivent autour de ces entreprises-là. Dans la coopération territoriale, il y a aussi l'exemple des mutualisations sur un territoire, par exemple avec les CUMA, qui sont des coopératives d'agriculteurs qui mutualisent des outils de production, ou les coopératives d'artisans qui permettent de mutualiser un certain nombre de moyens. Ça peut être aussi des outils à l'échelle d'un territoire pour apporter de l'efficacité économique et de l'attractivité économique en préservant à la fois les ressources, parce que tout le monde n'a pas à acheter son propre tracteur, par exemple, dans le cadre des CUMA, mais il y a des logiques de mutualisation qui ont lieu. Donc là aussi, c'est un modèle qui permet de penser l'économie un peu différemment, dans un angle peut-être un peu moins productiviste, mais avec du sens qui est très clairement donné à l'échelle territoriale et à la coopération. Il y a la question aussi de la protection sociale, y compris des dirigeants. Dans une coopérative, les dirigeants, enfin au moins dans une SCOP, les dirigeants sont salariés. Dans une coopérative d'activité d'emploi, du coup, ça répond aussi à ce besoin-là, ce que vous faites. Donc là aussi, la question se pose, la question des cotisations sociales des dirigeants et le fait de pouvoir rentrer dans un cadre où le lien de subordination dans l'entreprise est important et il permet aussi d'avoir un certain socle de garantie. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver à la fois en termes de droit du travail et pousser dans les entreprises pour que chacun puisse être protégé.
et la question du droit du travail, qui fait notamment partie de la question qui a eu juste avant, est quelque chose d'important. Et moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis attaché au droit du travail parce qu'il est protecteur, y compris pour l'entreprise, parce qu'il permet de garantir un certain socle nécessaire pour que les salariés soient correctement protégés. Et dans une coopérative, les dirigeants étant salariés, c'est le cas aussi des dirigeants. Donc, ma question, elle est plus étant donné la perfusion d'aide publique, alors effectivement, il y a les prêts garantis d'État qui sont des prêts et donc qu'il faut rembourser, mais ça reste un prêt garanti par l'État, ça reste une aide publique importante et qui est quand même valorisable par rapport à la disparition d'une entreprise. Il y a des aides sous différentes formes, que ce soit par les régions, par différentes catégories. Je pense que la question de l'utilité sociale des entreprises qui sont aidées, notamment quand on va parler de relance, la question de l'utilité sociale de la relance, elle va se poser. Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la transformation du modèle des entreprises pour justement qu'on ait et qu'on y insère cette question de la répartition du pouvoir dans les entreprises, de la répartition du capital, de la répartition des bénéfices et de la consolidation et de la pérennité des entreprises. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'il faut prendre en compte, qui ne va pas forcément dans la vision patrimoniale des TPE-PME. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, Madame Chesneau, mais en tout cas, c'est une vision qui m'intéresse parce que je pense que c'est important à l'avenir. Je pense que la question se pose beaucoup moins, contrairement à ce que vous semblez penser, au niveau des TPE-PME que des grosses entreprises d'actionnariat. C'est-à-dire que dans les TPE-PME, d'accord, ce n'est pas une coopérative, mais ça reste quand même une activité collective, je vais dire, et chaque individu doit être pris en compte pour que l'entreprise fonctionne. On ne peut pas fonctionner dans la division, donc le projet de l'entreprise est forcément porté par l'ensemble des intervenants de cette entreprise. Donc je ne crois pas que ça soit complètement opposable. Ce n'est pas la même organisation, je suis d'accord, que la coopérative, dont je connais bien le fonctionnement par ailleurs. Mais je crois que c'est plutôt les grosses entreprises où là, il y a des choses effectivement à revoir, où les bénéfices ne vont pas forcément à ceux qui ont permis de les faire, mais plutôt à ceux qui les empochent en étant dans les conseils d'administration. Et là, il y a sans doute quelque chose à repenser au niveau de la fiscalité également, puisque une petite entreprise est à proportion, je vais dire, beaucoup plus fiscalisée qu'une grosse entreprise, avec pas tout à fait les mêmes moyens juridiques pour échapper à la contrainte. Donc je ne crois pas que les PME, TPE, si vous prenez un artisan, il n'a pas forcément une façon d'agir, je vais dire, complètement différente de ce que vous pouvez connaître. Sauf que lui, par contre, il n'est pas assuré. Parce que la plupart du temps, il n'est pas salarié. Donc, il se rémunère, je vais dire, sur la marge de son entreprise. Et il est obligé, s'il veut avoir un minimum d'assurance, de payer des cotisations volontaires que parfois, il a un peu de mal à assurer. Puisque ce sont quand même ses salariés qui passent avant lui la plupart du temps. Monsieur Cabrera. Donc, c'est pas compliqué. Pardon. Oui. Non, très rapidement, pour revenir sur la présentation des scopes et en tout cas des coopératives au global, mon idée n'était pas de la réduire à ça. C'est vrai qu'on les illustre à ce moment-là. C'est pour ça que je les citais pour les faire apparaître là où elles apparaissent le plus dans le débat public. Moi, ce qui m'intéresse dans les coopératives, c'est notamment quels sont des lieux où on pense le travail, c'est-à-dire où on prend encore le temps de poser le débat d'un point de vue démocratique et pas simplement dans un rapport de force, mais simplement de dire comment voulons-nous travailler ensemble, quelle est la place que j'accorde moi au travail en tant que coopérateur, en tant que sociétaire, comment est-ce que j'imagine organiser les choses et ainsi de suite. La question de l'actionnariat, la question de la redistribution est posée évidemment, mais ce sont des lieux où effectivement on vient remettre du politique dans l'économique. Ça, c'est vraiment intéressant pour ce biais-là. Vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une vigilance à avoir sur l'utilité sociale et l'utilisation de l'argent public? Certes, elle doit être là.
Je pense aussi qu'en dehors de ces questions sociales, et même si aujourd'hui on parle d'entreprise, il y a aussi une question autour de l'environnement et autour de la transition. Je crois aussi qu'il doit y avoir une priorité à soutenir les entreprises qui ont les externalités les moins négatives à l'échelle du territoire. Et je crois qu'on est très fortement interpellé sur cette question-là également. C'est dans l'intérêt des entreprises aussi que d'inciter à aller vers plus de responsabilité et plus de vertu. J'en prends pour compte aussi toutes les interrogations qu'on est en train de voir autour des nouveaux modes de travail. Il se trouve que je m'occupe aussi d'un tiers-lieu, d'un espace de coworking sur Bourges. Pardon, on est très berruyer, très berrichon ce soir, mais voilà. C'est la plus belle région du monde, évidemment, donc on en parle avec plaisir. Mais pour le coup, l'espace de coworking est aussi très interpellé sur ces questions-là. Et on le voit partout en France, ces questions des tiers-lieux où on vient à la fois vivre, à la fois travailler, est en train d'être percuté. Si on pouvait tripler de volume, on le ferait avec plaisir parce qu'aujourd'hui, la demande est là. Et parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent « j'en ai marre de travailler seul dans mon coin » et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est je ne veux pas retourner à mon bureau tel que ça se passait avant. J'ai besoin de plus de sens. J'ai besoin de repenser aussi mon rapport au travail. Bien sûr, ça passera par de la création d'entreprises. Bien sûr, ça passera aussi peut-être par une renégociation avec les entreprises à dire mais ça ne peut plus être comme ça a été avant. Et du coup, comment est-ce qu'on s'organise pour le faire à nouveau ? Le dernier avantage pour les entreprises, c'est que à échelle de 5 ou 10 ans, la question du recrutement va à nouveau se poser, notamment sur les emplois les plus qualifiés où non pas on va éliminer le chômage, mais on sait qu'il va y avoir un certain nombre de pénuries aussi sur les cerveaux les mieux formés. Et pour le coup, il y a une vraie demande aujourd'hui de la part des étudiants à pouvoir aller ou se diriger vers des entreprises qui sont très alertées sur cette question-là. J'en prends pour compte notamment une initiative qu'avait eu un certain nombre d'étudiants que tout le monde considérait comme étant un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils allaient être 100, 200 à dire Monsieur Total, Monsieur Nexter, Monsieur Airbus et ainsi de suite. Je n'irai pas bosser chez vous parce que votre impact est négatif, parce que je ne me vois pas travailler dans ces conditions-là et ainsi de suite. Au final, c'est plus de 32 000 personnes qui ont signé, 32 000 étudiants qui ouvertement, publiquement disent je ferai un certain nombre de choix que j'affirmerai. Ça, c'est en train de changer la donne aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'étudiants disent les conditions de travail, et ça va bien au-delà des conditions de salaire, les conditions de travail me préoccupent. Je ne veux plus passer ma vie simplement à la gagner, je veux aussi pouvoir vivre d'autres choses dans d'autres conditions. Je crois qu'un des enseignements aussi sur lequel il va falloir qu'on soit tous très vigilants, c'est autour de ces questions-là. On l'a vu, et Christine le disait tout à l'heure, la question du télétravail s'est imposée en un temps extrêmement court. Et d'un seul coup, on a dit, mais bien sûr que n'importe qui peut bosser chez soi et s'inventer télétravailleur. Bien sûr que non. Et c'est le papa d'une paire de jumelles de 5 ans qui vous dit que non, ce n'est pas facile de télétravailler. Et que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a mal au dos et que, tiens, mon bureau, finalement, il n'est pas prévu pour y bosser de si longtemps. Et plein d'autres choses qui font que, bien sûr, l'outil de travail doit être aussi repensé. C'est en ça que je trouve cette période, pardon, mais presque intéressante. C'est qu'elle vient re-questionner tout ça, elle vient remettre du politique, elle vient remettre de la réflexion là où on considérait que les choses allaient de soi. Bien sûr que l'État ne pourrait pas intervenir et soutenir les entreprises. Étonnamment, il a réussi. Bien sûr que les grandes surfaces ne pourraient jamais faire venir des produits locaux parce que les packagings ne sont pas adaptés. Et du jour au lendemain, la farine est réapparue dans des petits paquets d'1 kilo achetés au moulin du coin. Étonnant et à la fois tellement logique. On n'a pas vu la même chose sur le PQ pour plein d'autres raisons. Mais pour le coup, voilà des sujets sur lesquels, effectivement, il faut qu'on poursuive aussi les réflexions et il faut qu'on continue à être exigeant en tant que consommateur, à dire mais profitons-en. Il y a, comme on dit en marketing, un pas dans la porte et il faut maintenant largement pousser. Oui,
l'État doit aussi faire des choix et définir ce que doit être l'économie à venir. Il doit aussi décider de ce qui impacte peut-être très lourdement aussi son fonctionnement. Un certain nombre d'industries provoquent aussi en termes d'externalité, c'est-à-dire en termes de coûts pour la société au global, par différents dispositifs, par les impôts, par la sécurité, par l'assurance maladie et ainsi de suite, des coûts à la société sur lesquels on doit revenir et où on doit dire je vais faire un certain nombre de choix. C'est impératif. On a vu à quel point la fragilité qui vient de nous toucher là, nous ouvre aussi un peu les yeux. Ne les refermons pas trop vite. Au contraire, il est temps d'être très largement éveillé. Merci. Claire a une question. Ah, vous vouliez peut-être intervenir, Madame Do? Non, je voulais juste dire que finalement, nous étions très proches tous les deux parce que le constat, c'est que les jeunes ou en tout cas les salariés se tournent plus facilement vers les petites entreprises aujourd'hui que vers les plus grosses. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. La politique de l'entreprise, la vie de l'entreprise, son organisation et la prise en compte de l'humain n'est pas tout à fait la même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, si tu revenais sur le politique et l'organisation, etc., je vous rappelle quand même que si notre président n'est pas en perte de mémoire dans quelques semaines, il nous a dit il n'y a pas si longtemps, alors je lis parce que je ne voudrais pas déformer ses propos, il nous faudra revoir notre organisation, assurer notre indépendance sanitaire, technologique, agricole et industrielle. Donc c'est quand même une véritable remise en question. Claire, vous avez demandé la parole. Oui, alors bonjour. Moi, je voulais un peu revenir sur ce que vous disiez au départ concernant les TPE sur leur trésorerie et leurs problèmes de fonds propres. Parce que vraiment, là, moi, ça m'a beaucoup, j'aime pas ce terme, mais interpellé que 2 mois, alors je sais 2 mois d'inactivité, mais puissent détruire comme ça un tissu aussi important que les TPE et les PME parce qu'ils ont un problème de trésorerie. Alors, il y a, à mon avis, ce qui est lié, c'est le problème de la marge et des marges qui deviennent de plus en plus difficiles pour ces PME. Est-ce qu'au niveau de la CPME et à votre niveau, vous avez des propositions à faire? Je ne sais pas, justement, peut-être une... il y a une époque, quand j'étais très jeune, on disait qu'il fallait en économie avoir 1 an de fonds propres pour arriver à ce qu'une entreprise tienne la route. Alors je sais que c'est plus du tout d'actualité, mais entre rien du tout et 1 an, et d'autre part, est-ce que les entreprises, notamment les TPE, je dirais encore plus les auto-entrepreneurs, quand ils se lancent, j'ai l'impression pas du tout conscience de ça. Et voilà, est-ce qu'il serait possible de mettre en place au niveau, je ne sais pas moi, départemental, régional, des structures qui leur permettent d'être aidés dans ce domaine? Parce qu'on parle beaucoup d'aide financière, etc. Mais je crois que, enfin, je l'ai vu moi dans des clients, enfin, ils ont déjà besoin d'une aide, j'allais dire administrative, qu'ils ne peuvent pas s'offrir parce que les avocats sont trop chers, c'est pas du tout accessible. C'est la même chose au niveau du recrutement. Bien évidemment, j'ai entendu les perspectives d'augmentation des heures supplémentaires. Je ne suis pas certaine que les TPE et les PME, si elles avaient la possibilité d'être aidées dans leur recrutement, je ne suis pas certaine qu'elles passeraient forcément par que les heures sup, qu'elles seraient plutôt peut-être intéressées par du personnel qui, lui, serait moins fatigué, ça coûterait moins cher, mais qu'elles n'ont aucune structure vers qui aller. Alors voilà, donc alors je sais que c'est plus dans la perspective de la suite, moi, que je vous pose toutes ces questions. Est-ce qu'il existe, il serait possible de trouver des orientations là-dessus? Voilà. Alors, il y a des questionnements, bien sûr, qui ont cours actuellement. La période nous y a incité. Il y a 2 choses, en fait. Enfin, je peux vous apporter 2 points de vue. D'une part, au niveau de la constitution d'une entreprise, de la création d'une entreprise, au niveau du capital social de l'entreprise, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
et peut-être inciter, il va falloir trouver des solutions pour éviter que l'actionnariat ne se fasse que vers les grosses entreprises, mais que aussi localement on s'intéresse à son tissu économique et à ses petites et moyennes entreprises, voire à son artisanat, à sa création artistique, etc., qui sont aussi du domaine économique. Donc là, il y a quelque chose à faire au niveau d'une participation au capital de l'entreprise, sans en prendre forcément possession. Mais là, il y a quelque chose, il y a une idée qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est une première chose sur le volet financier, je veux dire. La deuxième chose, et qui pour moi est primordiale, d'où ma contribution au niveau de la création d'une couveuse dans le département et de la présidence des couveuses de la région centre, il y a une carence phénoménale au niveau de l'accompagnement, au niveau de la formation des créateurs d'entreprises. Parce que c'est pas parce qu'on a fait des études, les créateurs sont pas tous des gens en recherche d'emploi. Voilà. Vous avez des gens qui ont fait des grandes études et qui n'ont pas la capacité tout seuls, je vais dire, à créer parce qu'on leur a pas appris, on les a pas aidés là-dedans. Donc une couveuse est vraiment une formule. Là, je vais prêcher pour ma chapelle. C'est vraiment une formule intéressante puisque nous accueillons des porteurs de projets qui vont mettre en œuvre leur début d'activité, qui vont tester, tout en ne prenant aucun risque, puisque c'est la couveuse qui est matriculée à leur place. Donc la couveuse s'assure, s'immatricule, les accompagne, leur fait leur comptabilité, les aide à comprendre, les fait cheminer vers une sortie et vers une autonomie, donc, et les met dans des réseaux que la couveuse a, ses propres réseaux. Donc ça, c'est une solution importante. Il y a eu une erreur fondamentale, à mon sens, au niveau du gouvernement, quand ils ont supprimé les périodes de formation, donc dans les chambres de métiers ou chambres de commerce. Voilà. Et ça, il est fondamental d'accompagner des gens en création d'entreprise. Moi, j'en ai créé une il y a 30 ans, à peu près. À l'époque, il n'existait aucun dispositif. Je peux vous dire que je serais contente de le faire aujourd'hui. Parce que on est dans une espèce de nébuleuse. D'autant que la plupart du temps, les créations d'entreprises se font sur une connaissance métier. Donc, il faut découvrir tout le reste. Tout le reste, on ne vous a pas dit comment ça allait fonctionner. Donc, il faut aller se tourner vers des experts comptables, se tourner vers des professions pour lesquelles on n'a pas forcément toujours les moyens financiers, je veux dire. Voilà. Donc, il y a un vrai souci. Et ce qui est un petit peu dommage aussi au niveau, par exemple, des structures comme Pôle emploi qui sont très sollicitées sur les créations, il n'y a rien. Et donc, et ils ne sont même pas incités à aller, parce que par exemple, les couveuses, les couveuses c'est super, mais il faut que les gens le sachent. Et ils ont et les moyens de communication qui pourraient passer par le Pôle emploi, les moyens de communication et d'information sont inexistants. Hein. Mais Pôle emploi est pas un partenaire très efficace, en tout cas au niveau des couveuses, ça c'est certain. Par contre, nous avons plutôt un accompagnement des conseils régionaux qui ont bien perçu la nécessité, je veux dire, de cet accompagnement et de création d'activités pour continuer à animer le territoire, parce que faire la richesse du territoire. Il faut que la personne qui va créer son entreprise sache même qu'il faut qu'il aille à la région. C'est toujours un problème à ce niveau-là. C'est ça. Mais d'où l'intérêt de structures d'accompagnement et ce que je déplore effectivement, la suppression de toutes les formations qui avaient lieu les 12 semaines pour entreprendre et d'autres formules, je veux dire, parce qu'il y en avait plusieurs, hein, que ce soit dans les chambres de métiers, dans les chambres de commerce ou chambres d'agriculture. Et ça, c'est fort regrettable. Juste une précision aussi, vous commenciez Claire en disant il fut un temps où il était de connaissance publique qu'il fallait un an de trésorerie pour être à l'aise et pour mettre son entreprise en sécurité. C'est vrai, mais c'était un temps aussi où les donneurs d'ordre ne se considéraient pas comme tout puissants. Or, il y a un vrai souci sur cette question-là. Oui, mais j'ai accompagné beaucoup des entreprises en développement et notamment beaucoup de sous-traitants mécaniques. C'est le cas de notre région qui en est très dépendant. J'ai vu des courriers arriver des donneurs d'ordre qui étaient sidérants de cynisme, dans lesquels ils disaient à leurs sous-traitants, écoutez, on a bien regardé tout ce qu'on vous a donné comme commande,
Et on considère que sur votre chiffre d'affaires et sur votre bénéfice, une partie doit nous revenir. Et il disait, pour l'ensemble des commandes qu'on vous a passées, on vous propose de contribuer à notre propre bénéfice à hauteur d'eux. Et il considérait que s'il les avait fait travailler et que l'entreprise avait gagné de l'argent, du coup, elle devait le redonner. Il y a des choses qui sont aujourd'hui absolument sidérantes et qui sont à voir aussi dans un rapport économique et quelque part, cette espèce de hiérarchie qui s'est installée entre grands donneurs d'ordre et sous-traitants qui est juste sidérante. Là-dessus, il y a aussi un ménage qui est considérable. De ce que j'ai vu sur les derniers temps, l'argent a majoritairement été distribué vers les grands donneurs d'ordre plus que vers les petits. Donc, il y a là-dessus aussi une priorité et quelque part un parti pris à imposer, et ce n'est pas en les laissant faire, et ce n'est pas en laissant la bride sur le cou qu'évidemment ils vont s'autoréguler en disant il faudrait quand même qu'on soit un peu sympa avec nos sous-traitants. Donc il y a là-dessus aussi quelque chose qui est fondamental et qui a changé très lourdement la façon de faire de l'économie aujourd'hui. C'est un peu culturel quand même chez nous, hein, en France. Si tu regardes au niveau si vous regardez au niveau de l'Allemagne ou d'autres pays, l'Italie, les entreprises importantes tirent les plus petites au lieu de les enfoncer comme on fait chez nous. Il y a une vraie chaîne et en France on déplore le fait de manquer d'ETI, mais on fait tout pour ne pas en avoir. Donc j'ai œuvré dans le bâtiment, alors c'est un peu peut-être particulier, mais les problèmes de sous-traitance on connaît bien. Les majors du BTP pressurent complètement leurs sous-traitants, voire à les faire disparaître, les jeter, en prendre d'autres, etc. On n'a pas cette mentalité de travail en meilleure intelligence et ensemble et en se respectant. Donc là, je suis d'accord qu'il y a quelque chose à faire, mais il y a quelque chose à faire au niveau quand même aussi de nos élus et de ceux qui nous gouvernent. Parce que jusqu'à présent, ça a été plus facile de se tourner vers les grosses entreprises. Olivier, tu disais que tu avais l'impression que les aides étaient plus allées vers les gros que vers les autres, effectivement. Mais c'est toujours comme ça, quand on parle des entreprises en France, on parle du CAC 40. Oui, c'est ça, oui. On ne parle pas des autres. Les TPE-PME représentent 99,80% des entreprises en France. On n'en parle pratiquement jamais. Là, c'est même encore pire ce qu'on pensait, puisqu'on pensait que c'était en faveur des 1%, mais en fait, c'est en faveur des 0,2%. Donc, pour faire la transition, est-ce qu'il serait possible que, vous avez déjà évoqué certaines propositions, mais que vous repreniez la parole en mettant l'accent davantage sur cet aspect? Monsieur Cabrera, Madame Do, c'est comme… Oui. Écoutez, une fois que le calme va être revenu, ou en tout cas partiellement, je pense qu'il faudra repenser notre rapport au collectif. Donc on était un peu dedans là quand même, on l'a évoqué, et dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est au domaine des entreprises, mais aussi du public, enfin les donneurs d'ordre public, tout ça devra mieux fonctionner ensemble, à mon sens. Nous devrons relocaliser, mais avec un minimum de protectionnisme. Alors il faudra le faire de façon intelligente, parce que je pense que nous devrons redevenir indépendants en termes d'alimentation, redevenir indépendants au niveau de la santé, en tout cas pour les choses primordiales. Je pense qu'il faut sécuriser donc nos circuits d'approvisionnement et réorganiser tout ça. Donc nous ne le ferons pas tout seuls, puisque nous sommes quand même dans une économie mondialisée. Donc là, je pense que nos élus vont avoir quand même des choses à penser de façon très sérieuse. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notre président nous l'a dit. Donc je pense qu'il va le faire. Les conditions de travail vont être à encadrer, à repenser et à adapter, je vais dire, à nos nouveaux modes de fonctionnement. Puisque les temps et la façon de faire vont sans doute changer. Il ne faudra pas oublier dans tout ça la transition écologique, le numérique, l'économie relocalisée, donc plus verte, qui devrait revenir quand même au devant de la scène, un environnement repensé, respecté, des nouvelles façons de faire, des nouveaux lieux de travail, sans doute moins grands, moins importants, puisque, à mon avis, le télétravail, nous l'avons découvert, mais a quand même quelques beaux jours devant lui.
Les circuits courts, la production locale. Je pense qu'on va effectivement, en tout cas pour une partie de la population, s'orienter, aller dans cette direction. Je serais peut-être moins optimiste qu'Olivier, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'épisode d'ouverture de McDo il y a quelque temps, avec des embouteillages monumentaux. Je ne suis pas certain que cette parenthèse ait été profitable à tout le monde, mais bon. Globalement, je pense qu'il y a quand même un pourcentage de la population plus important qu'avant le début du confinement, qui a pris conscience et qui a changé ses façons de faire et qui va aider à impulser d'autres manières de faire. Nous devons poursuivre donc l'économie circulaire, tu en as parlé, Olivier, les marchés de l'occasion, le recyclage, mais concevoir et construire différemment. Je pense que nos architectes n'ont pas la place qu'ils devraient avoir dans notre société. Je pense qu'ils ont véritablement quelque chose à nous apporter, mais pas en construction de pavillons tous les mêmes, de barres d'immeubles, etc. Je pense que ça, c'est fini, on a besoin d'autre chose. Mais il faudra construire autrement. L'économie circulaire, ça implique ça aussi. La digitalisation, la couverture numérique, alors ça, c'est aussi un problème, tu l'as pointé du doigt, Olivier, tout à l'heure. Tout le monde n'est pas traité de façon égale sur notre territoire, puisqu'il y a encore des zones blanches, et pas forcément dans les campagnes éloignées, dans des villes et des endroits très proches, très urbanisés. Donc, il faudra quand même veiller à ça, parce que c'est une vraie différenciation sociale quand même aujourd'hui. Des activités, je pense qu'on a un gros travail de remise aux normes, que ce soit dans nos bâtiments, que ce soit dans les parcs routiers, que ce soit au niveau de nos infrastructures. Il y a quand même un travail d'urgence, je veux dire, à faire aujourd'hui, qui est quand même aussi sans doute avec des métiers ou des activités à mettre en place et des emplois. Une relocalisation industrielle, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'eau, les réseaux, tout ce qui touche aux éléments essentiels à la vie. Je pense qu'il faudra se tourner vers eux, le transport, la voiture, oui, mais pas que, et du transport intelligent avec des continuités que les gens puissent utiliser correctement et qui soit un vrai service collectif. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de la recherche, je crois qu'on en aura besoin plus que jamais, et de la formation. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une possibilité de diversification, de création d'activités, mais il faut que ce soit collectif, c'est-à-dire que ça part de l'État et des collectivités en touchant les entreprises, les salariés et tout le monde. Je crois qu'il va falloir que tout le monde repense les choses en profondeur. Il va falloir retrouver du temps long. Il va falloir arrêter de penser à l'immédiateté. Il va falloir passer à une autre temporisation, je pense, pour que nous œuvrions correctement. Voilà un petit peu les orientations rapidement balayées, parce qu'il faudrait aller plus dans le détail. Mais je pense qu'on a quand même des opportunités de création et d'emploi devant nous. Il y aura une transition sans doute difficile et douloureuse, mais néanmoins avec des perspectives intéressantes pour une société peut-être plus juste et plus connectée à son environnement. Je vous remercie. Monsieur Cabrera. Très, très rapidement, je vais tenter en tout cas. Je vois mal ce que je peux rajouter à ce que vient de dire Christine. Effectivement, on voit que les pistes de travail sont importantes. Oui. Simplement, revenir sur des fondamentaux. Aujourd'hui, quand une association qui fait de l'insertion veut pouvoir accueillir plus, que sais-je, de migrants mineurs, veut accueillir plus de femmes en difficulté, veut accueillir plus de gens en grande précarité, elle doit répondre à un appel d'offres. C'est-à-dire que pour le coup, on la met en concurrence et on lui dit montrez-nous que vous allez réussir à le faire pour moins cher que l'autre concurrent à côté qui, pour le coup, est concurrentiel ou pas, ou ainsi de suite. Bref,
en tout cas, ce qui fait que vous avez le marché ou que vous ne l'avez pas, c'est votre capacité à serrer tous les boutons et à faire en sorte qu'effectivement, vous soyez sûr de surtout ne rien gagner et ne rien stabiliser dans la durée. Là, il y a quelque chose qui est fondamental et pour le coup, on a vu à quoi ça menait. Quand tout est trop imbriqué, quand tout est trop serré, la moindre petite broutille fout le système en l'air. C'est exactement ce qu'on a vu. Et je crois que là-dessus, il y a effectivement une logique à inverser. Sur l'exemple du McDo, effectivement, il y a quelque chose de fondamental aussi à noter, c'est que pendant tout ce temps-là où les entreprises n'avaient plus d'argent, où les PME se grattaient la tête en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, où les artisans se disaient faisons le gros dos, espérons que ça va se passer, où les restaurateurs se disaient mais quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau espérer peut-être quelque chose, McDo faisait la pub. McDo disait bientôt les gars, vous allez pouvoir revenir chez moi, bientôt vous allez voir à quel point on va prendre du plaisir ensemble. Ils ne faisaient pas que de la pub, ils ont réouvert. Hein. Et McDo, bien sûr, mettait énormément d'argent pour rentrer dans la tête des consommateurs et pour garder cette dépendance-là. Du coup, doit-on vraiment blâmer ceux qui ont foncé chez McDo? Non. Ceux qu'on doit blâmer, c'est ceux qui continuent à dire que, bien sûr, une société peut laisser du temps de cerveau disponible, c'est comme ça qu'il disait, et qu'effectivement, il est logique de dépenser de l'argent pour rendre les gens dépendants à des choses qui ne sont pas essentielles, à des choses qui, au final, ont des conséquences sanitaires et ainsi de suite. Encore une fois, regardons le tableau, et je suis bien placé pour en parler. Qui est aujourd'hui en difficulté et considéré comme des personnes à risque? L'obésité, les soucis d'hypertension, les grands diabétiques, allons. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas très loin à chercher pour savoir ce qui provoque la fragilité qui nous met dans la difficulté. Le choix politique, la direction qu'on souhaite donner à l'économie, elle est limpide. Et ce temps de réflexion qui nous a été proposé a fixé la ligne. Voilà, donc un certain nombre, on le sait aussi, de forces s'expriment pour que cette ligne soit déviée et qu'on dise « Ah là là, mais laissez-nous faire, ouvrez les vannes, laissons les choses redémarrer comme à la normale pour le coup ». Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant effectivement et qu'on soit militant aussi sur ces questions-là en disant « Ce n'est pas ça que nous voulons ». Il faut qu'on arrive à installer aussi une autre responsabilité à l'échelle des quelques mois, années qui viennent d'un point de vue de la biodiversité. On sait que les échanges entre les différents mondes qu'on a pressurisés, monde animal, monde végétal, et notre activité à nous devient de plus en plus serrée. De futures pandémies, de futures épidémies sont évidemment à attendre. Voilà, si on se refragilise, si on continue à aller dans ce même sens, évidemment, ça va casser. Je pense que s'il y a un enseignement, c'est cette nécessité à se reparler. On l'a vu, un petit exemple, encore une fois, pour revenir chez ces fabuleux berruyers. On leur a proposé de créer un cercle de solidarité et envoyer les gens se passer des coups de fil en disant écoute, j'y vais, y compris entre gens qui ne se connaissaient pas, je vais faire des courses, à qui est-ce que je ramène de la bouffe? D'un seul coup, on se mettait à se dire mais bien sûr que quand je fais quelque chose, j'en fais profiter les voisins. La parole, le cercle de débat est important. Vous en êtes un en provoquant ce webinaire, mais je crois qu'il faut qu'on les multiplie, il faut qu'on leur donne du poids et qu'on permette aussi aux gens d'exprimer, y compris à un niveau très, très basique, très simple, mais d'exprimer leurs idées et d'affirmer leurs choix. On ne leur dictera rien. Par contre, un certain nombre aujourd'hui veulent prendre la parole et veulent partager leur opinion. Je crois qu'on a un vrai défi démocratique aussi qui vient de se réveiller à nouveau. Il y a vraiment une place importante à prendre. Je vous remercie. Ça a été évoqué de manière implicite quand Madame Chesneau évoquait le protectionnisme intelligent. Alors en fait, moi j'ai une question. Protectionnisme intelligent vis-à-vis de qui? C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de personnes, quand on parle de protectionnisme, c'est vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Or, nos principaux concurrents sont les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne,
qui, pour une partie, importent des produits chinois et nous les revendent à bas prix. Donc, quel type de protectionnisme? Qu'en est-il du marché intérieur? Est-ce que le marché intérieur, l'existence d'un marché intérieur sans droit de douane au sein de l'Union européenne est-il compatible avec une relance économique et du produire local? Voilà les questions que je vous soumets. Et Pierre a aussi une autre remarque. On laisse Pierre prendre la parole, puis après vous pouvez répondre et faire votre conclusion. Alors que je retrouve Pierre. Voilà. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que Olivier disait tout à l'heure, et il y aura un lien avec la question qu'Arnaud vient de poser aussi. Effectivement, on s'est pris à rêver au début, surtout de cette période de confinement, à des temps un peu différents. Hein, on a parlé de monde d'avant, de monde d'après. Est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que le monde d'après soit différent du monde d'avant, que ça soit pas juste on repart dans la même direction. On a vu quels étaient les besoins de la France. C'est pour ça que je parlais aussi, oui, problème de relocalisation, de réindustrialisation de la France. On a vu qu'il y avait un manque d'autonomie par rapport à la production des masques, par rapport à la production des respirateurs, etc. Et évidemment, voilà, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de favoriser ces traités de libre-échange internationaux qui favorisent finalement les multinationales, les intérêts à court terme, on en parlait tout à l'heure, et pas le temps long et l'intérêt des populations? Est-ce que on va pouvoir aller vers une redéfinition du commerce mondial un petit peu différente et avec surtout des objectifs différents? J'ai du mal pour ma part à avoir une confiance aveugle dans le président de la République pour arriver à nous conduire vers cette logique différente, parce que ça serait vraiment pour le coup une révolution complète chez lui et un virage à 190 degrés par rapport aux politiques qui ont été menées. Et puis pour finir, je m'inquiète quand même. Christine Chesneau nous a bien expliqué les risques de chômage, d'explosion du chômage dans l'année à venir. Je m'inquiète. On a commencé un petit peu à l'entendre sur des volontés de rogner sur les droits des travailleurs et de prendre, comme ça a déjà été le cas avant, le chômage, les risques de chômage comme un prétexte pour aller vers une grande régression sociale. Alors, qui veut répondre? Monsieur Cabrera, Madame Chesneau? Allez, je veux bien commencer parce que pour le coup, ce sera plutôt à Christine de clore ce débat. Je crois que, encore une fois, sur l'après et sur ce qu'on a réinventé, ce qui aujourd'hui, on voyage, on n'a pas la possibilité d'acheter une voiture indienne à 2500 ou 5000 euros, et on se protège et on a réussi à se mettre à l'abri de ça par des règles environnementales en disant ne pourront être importées sur le marché que des voitures aux normes environnementales que nous avons fixées par rapport à nos exigences et ainsi de suite. Donc on peut le faire. Et donc, on peut aussi dire, eh ben voilà, à partir de maintenant, effectivement, ce qui sera financé, ce qui sera autorisé à l'import, c'est un certain nombre de choses avec des impératifs sociaux, environnementaux, démocratiques, et ainsi de suite. On a vu aussi, je crois que c'est une des données, hein, encore une fois, où on a vu la Chine être largement mise en accusation sur la transformation de ces informations sanitaires. Donc, ça appelle aussi notre vigilance de ce côté-là. Est-ce que pour le coup, l'Europe est un bon outil? Ces décisions, notamment concernant l'importation des voitures de très basse qualité, elle est européenne aussi. Donc, on a réussi à se protéger d'un certain nombre de choses. Effectivement, aujourd'hui, il y a une concurrence intérieure sur lequel il faut être vigilant. Je crois que ce coup de semonce qui montre aussi la fragilité de nos économies nationales, il a aussi été entendu, y compris par ceux qui nous mettent la pression.
ils ont vu aussi à quel point on pouvait se retrouver seul et en difficulté. Voilà, marquons le temps, faisons en sorte de reprendre part au débat. Et puis, est-ce qu'il faut croire le monde nouveau d'Emmanuel Macron? Je vous laisse traiter de cette question-là. J'ai mon avis sur la question, mais j'en parlerai pas. Je crois que le monde nouveau, il est d'abord par ceux qui ont vécu ce confinement et par le nombre de regards qui sont dorénavant un peu plus bienveillants sur des théories sociales, environnementales un peu plus abouties. Voilà. On espère tous que ça se traduira aussi très prochainement dans les urnes, parce que ça ne pourra passer que par là. Je vous remercie, Madame Chesneau. C'est ce que j'allais dire, tu vois, en conclusion, je crois qu'il faut que nous ayons tous la volonté de faire changer les choses et d'impulser aux politiques et aux élus qui nous représentent et que quelque part nous mettons en place, même si c'est par démission, mais en tout cas nous les mettons en place quand même. Donc je crois que ça passera par là, mais quand je disais qu'il fallait essayer de faire les choses de façon intelligente, c'est qu'effectivement, gardons notre indépendance santé, notre indépendance alimentaire. Il y a quand même des réindustrialisations à faire, c'est vrai. On a parlé de choses qui nous ont touchés là, mais si on parle de l'acier, par exemple, la France est dépendante de la Chine. Il n'y a plus aucune fabrication d'acier en France. Et que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs, quels que soient les besoins, c'est au bon vouloir d'un autre pays. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir ce que l'on veut, vers quoi nous voulons aller. Il faudra sans doute repenser aussi d'autres choses dans notre société, dans notre organisation. Ça va aller plus loin que ça, je pense. Je suis à peu près persuadée, en ce qui me concerne, que nous allons aller vers de l'emploi de plus en plus qualifié et de moins en moins nombreux, parce que les nouvelles technologies, comme on les appelle, c'est-à-dire que tous les moyens qui vont être à notre portée vont faire du tri très certainement là-dessus. Donc, quid des gens qui ne pourront pas accéder forcément? Je crois qu'on a vraiment une réflexion très très profonde à faire. Il faut que tout le monde s'implique, il faut que nous passions par les urnes effectivement. Néanmoins, j'ai quand même, Olivier, tu as l'air sceptique, j'ai quand même un peu quand même, voilà, dans le sens de notre président qui a quand même reconnu ces jours-ci qu'il s'était fourvoyé au niveau de la santé et qu'il fallait reprendre les choses autrement. Donc c'est un début d'erreur reconnue. Donc tous ensemble, je crois qu'il y a des collaborations, des coopérations à mettre en place, que ce soit entre le public, le privé, les individus. Il y a quand même tout un rapport et une hiérarchisation dans notre société qui est à repenser en profondeur. Je vous remercie. Mais demain les jours seront meilleurs. Je vous remercie. Alors on dit faute avouée à moitié pardonnée. Heureusement, nous ne sommes pas dans un confessionnal et donc rien ne sera pardonné. Je vous invite à nous rejoindre le 25 mai. Ce sera avec Christophe Rameau, économiste, maître de conférence à l'Université de Paris 1 Sorbonne. Et nous traiterons d'une nouvelle économie républicaine, notion développée par Christophe Rameau. Donc, c'est dans la suite de nos débats. Je vous remercie beaucoup, Madame Chesneau et Monsieur Cabrera, ainsi que tous les participants. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Et regardez sur notre page demain, nous allons annoncer une nouvelle série d'événements sous un nouveau format. Je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup.